En manchette aujourd'hui, on parle de la Maison des Cageux à l'Assemblée nationale. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 22 mai. Donc, soulignant un morceau légendaire de notre patrimoine forestier et fluvial, la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, vient de prononcer à l'Assemblée nationale une déclaration visant à marquer le 200e anniversaire de la chasse-galerie d'Honoré Beaugrand. À l'occasion de cette commémoration, Mme Proulx souligne le rôle essentiel de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent à Lanoraie, qui veille à préserver et à partager l'épopée des Cageux, mais aussi celle des conteurs, des artistes et des gardiens de la tradition qui contribuent tous à forger l'identité vibrante de notre société québécoise. On regarde un petit vidéo. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. Nous allons débuter nos travaux. Nous sommes bien rendus à la rubrique Déclaration des députés. Et sans plus tarder, je reconnais Madame la députée de Berthier. Merci, Monsieur le Président. 200 ans de légende, la chasse-galerie, telle que racontée par Honoré Beaugrand, qui était maire de Montréal, fondateur du journal La Patrie. Honoré Beaugrand a mis en scène ce récit fantastique dans lequel les Cageux, également bûcherons, c'était des héros d'une expédition endiablée dans un canot d'écorce qui, en plus, était volant. Puis, depuis sa première apparition imprimée, la chasse-galerie est devenue une légende emblématique de notre folklore québécois. Récit du patrimoine forestier, du patrimoine fluvial, qui résonne encore aujourd'hui, Monsieur le Président, au cœur de notre société et qui incarne des valeurs de courage, de solidarité, d'inventivité. Donc, je profite de cette occasion de souligner le rôle essentiel de la Maison des Cageux en bord du fleuve Saint-Laurent qui vise à préserver, partager l'épopée des Cageux et celle des conteurs, des artistes et gardiens du fleuve. Bon 200e anniversaire. On se déplace à Saint-Gabriel-de-Brandon dans le cadre du mois de la transition du Front commun pour la transition énergétique. Les organisations l'Assomption en transition et collectivité ZEN pour zéro émission nette, l'Assomption d'Autrey, auront le plaisir d'accueillir Robert Laplante, sociologue, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, pour une conférence. Ça se déroulera le 23 mai, 17h à 19h, au Centre communautaire Léo Chaussé à Saint-Sulpice, 185 rue Émile, donc dans la municipalité de Saint-Sulpice. Le gouvernement québécois se montre favorable à la privatisation des services énergétiques et il concède d'immenses ressources financières et énergétiques pour l'implantation sur notre territoire de nouvelles industries gourmandes en énergie, en eau, en milieu naturel et en terres agricoles sous prétexte de transition énergétique, mentionne les organismes. Mais dans quelle mesure le déploiement des filières batteries, éoliennes, hydrogène, agtech et biogaz aura-t-il un impact réel sur la décarbonation de nos territoires et la lutte au changement climatique, se questionnent ces organismes. Qui paiera le prix de ce virage technologique qui stimule de façon inédite l'industrie minière pour la recherche de métaux rares essentiels à la fabrication de ces nouveaux objets? Ces orientations sont-elles cohérentes avec un plan d'allocation des ressources pour une décarbonation réussie et une transition juste à l'horizon de 2050? Pour réfléchir à ces enjeux, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. La conférence est gratuite, les contributions solidaires sont acceptées, nous dit-on. Donc, les deux organismes cités tantôt vous invitent. Pour s'inscrire, 450-589-6847. 450-589-6847.
Vendredi soir avait lieu la revue annuelle des cadets du corps Alexandre de Berthier, le corps 243. À cette occasion, le Conseil 29-28 des Chevaliers de colon de Berthierville a profité de l'occasion pour remettre à l'organisme, aux cadets, un chèque de 600 $, soit la quote-part, la partie là, de la vente, donc en profit des billets colombiens. Donc, une belle initiative des Chevaliers de colon, les cadets de la marine, donc du Grand Berthier, en profiteront. Félicitations aux deux organismes. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 22 mai. Donc, la FADOC de l'Île-du-Bas désire souhaiter bonne fête à Marie Trudel et à Alain Bonnet. Et le Centre d'action bénévole d'Audrey, le CABA, souhaite un heureux anniversaire à Lincoln Le Breton. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 22 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le mois de juin, donc c'est le mois des optométristes sans frontières. On vous en a un peu parlé hier, on vous le rappelle. Je pense que c'est un événement important, c'est le mois des lunettes, le mois de juin. On vous invite à ne pas jeter vos vieilles lunettes. Elles peuvent redonner vision et vie à des milliers de gens dans différents pays. Il y a une collecte de lunettes qui ne vous servent plus qui se déroule présentement. Il y a une boîte à cet effet à la boîte à Start-up au 471 Gilles-Villeneuve à Berthierville. On regarde pour mieux connaître ce mouvement un court vidéo. Ici Jess Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous amène mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, elles sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gaillon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, juste du côté des Caraïbes. Puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace.
parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique, on le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, l'émission. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Léon Roger Deschenaux, je fais partie du Club Guillaume Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu, ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui ne sont pas capables de poursuivre leur étude. Des personnes âgées qui n'ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Roger Courcelle Jr., 47 ans, de Saint-Ambroise de Kildare, dans la Naudière. Il a été vu pour la dernière fois près de la station de métro Charlevoix à Montréal le 20 mai dernier vers 17 h. Ce dernier a laissé son véhicule à Longueuil et se déplacerait à pied. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. La description de la personne recherchée, sa taille 5 pieds 8 pouces ou 1,73 m, son poids 220 livres ou 100 kg. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, Roger Courcelle Jr. portait un chandail à manches longues noires, un short en toile bleue et des sandales de sport noires. Toute personne qui apercevrait Roger Courcelle Jr. est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Je répète, 1-800-659-4264. On poursuit avec la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec a fait une mise à jour suite à l'incident du 20 mai dernier qui s'est déroulé à Lanoraie. Donc, il y a le retour en cours du suspect principal dans cette affaire, William Dandurand, 24 ans, de la Valtrie. Donc, ça devait se dérouler aujourd'hui. Il y a une possibilité d'ajout aux accusations déjà portées. Peu après minuit, le 20 mai dernier, les policiers du poste de la SQ de la MRC d'Autrey, donc poste secondaire, ont été appelés à se rendre sur les lieux d'une agression armée sur la rue Bernard à Lanoraie. Une querelle aurait éclaté avant qu'un des suspects fasse feu en direction d'une victime. À l'arrivée des policiers, les suspects avaient fui les lieux, mais ont été localisés à proximité par les patrouilleurs. On ne craint pas pour la vie de la victime, de faire savoir la Sûreté du Québec, en plus du suspect principal. Une femme de 21 ans, de Lanoraie aussi, a été arrêtée et elle pourrait elle aussi, comparaître à une date ultérieure. On termine notre bulletin aujourd'hui avec la suite de l'entrevue que nous a accordée il y a quelques jours Étienne Bertrand
du Club des boulistes de Saint-Cuthbert. Ce dernier nous parle bien sûr de pétanque de compétition, notamment avec les responsables régionaux, provinciaux, nationaux de pétanque. On écoute cette deuxième partie de l'entrevue. Accompagné de Bernard, Alexandre, Luc, Jean-Michel et Sonia. Bonjour tout le groupe. Bonjour. Un groupe de joyeux lurons. Je pense que vous avez beaucoup de plaisir ensemble. Mais on a quand même des invités de marque. Monsieur Bernard Aurouze, okay, vous êtes vice-président de la Fédération internationale de pétanque. Oui. Donc, c'est un titre, là, on a vraiment une sommité au niveau de la pétanque. Un élu, mais comme les élus, ça va, ça vient. Hein? Oui, mais il faut quand même que vous ayez eu... Il va falloir que vous gravissiez les échelons pour vous rendre... Donc, un ancien joueur, j'imagine que vous avez été champion du monde à quelques reprises. Vos amis tantôt disaient 1919. J'ai jamais été champion. J'ai jamais été champion du monde, j'ai été champion canadien. Oui, champion canadien, il a participé. En 82, 84 et 88 ou 9. OK. Mais champion canadien, déjà, c'est tout un titre. Et aller au championnat du monde, il doit y avoir quand même des catégories, il doit quand même avoir certains standards à respecter. Là. Tu t'en vas pas là, comme aux Olympiques, il faut qu'on respecte les standards pour ça. Il faut être champion canadien. Oui, OK. C'est tout. C'est tout. Mais dans ces années-là, jouer à la pétanque, c'était jouer, je veux dire, c'était un loisir, c'était pas nécessairement très compétitif. Il y avait des compétitions, mais c'est plus amical qu'on pourrait dire technique, là. Dans les années 80. Si vous parlez de la pétanque dans son entier, il y a plus de parties amicales que de compétitions. Mais nous, à la Fédération, on est là. On est là pour organiser le volet compétitif. Le volet compétitif. Voilà, okay. Et en plus, là, ici, j'ai le président de la Fédération de pétanque du Québec, M. Alexandre, c'est bien ça. Donc, vous, c'est comme, vous êtes, on pourrait dire, la sommité, l'organisme qui gère toute la pétanque compétitive au Québec. C'est bien ça? Compétitive et organisée, oui. Organisée. Oui. C'est ça. Il y a combien de clubs officiels qui jouent à la pétanque, qui font de la pétanque compétitive au Québec? Compétitive, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a environ 5-6, mais sur nos 30 clubs affiliés. Ouais. Ah, il y a 30 clubs affiliés qui couvrent la province de Québec au complet. Qui couvrent la province, oui, dans les 19 régions. Et qu'est-ce qui fait qu'un club décide de faire de la compétition versus un autre qui reste du côté amical? C'est vraiment le besoin, c'est vraiment... Non, c'est souvent ces administrateurs. Si moindrement ils sont compétitifs, ben veut pas... les types de tournois qu'ils vont faire pour la fin de semaine pour leurs membres, ben, ils vont avoir plus d'envergure compétitive. Ouais. Mais tu ne deviens pas compétiteur vraiment à force de la pratique, c'est parce que tu t'essaies et tu dis « Ah, ben quand on ça, je suis bon. » Puis je pourrais peut-être aller plus haut. Quelqu'un de chez vous vient voir puis tu dis peut-être ça vaudrait la peine que tu continues, tu essaies de monter en compétition. Oui, bien là, c'est sûr qu'en améliorant son style de jeu, là, si on voit qu'on est capable de se mesurer à d'autres, bien là, c'est là qu'on devient un peu plus compétitif. Ouais. Okay. Monsieur Luc, vous êtes, c'est ça, c'est Monsieur Lépine, c'est bien ça? Vous êtes responsable de pétanque pour la Naudière. Je pense que la Naudière a un gros bassin de joueurs de pétanque, c'est comme ça qu'on dit ça. Hein? Oui, il y a un gros bassin, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient fédérés. Mon ami Étienne travaille fort pour fédérer des nouveaux clubs. Okay. Et moi, je suis président du club à Joliette. Et on a demandé pour 2025 le championnat du monde junior. OK. Et on l'a obtenu. Vous l'avez obtenu. Donc, ça va créer un rayonnement, là. J'espère. On espère beaucoup. Vous dites junior, ça va être des jeunes... 17 ans et moins. 17 ans et moins. OK. Et ça, il y a une belle relève présentement? On commence. Il n'y avait pas de relève. On commence à avoir des écoles et des jeunes qui commencent à jouer, comme vous voyez. Comme les jeunes de Saint-Cuthbert. Oui, c'est ça. Comme Étienne s'implique beaucoup dans ça. Oui. Parce que souvent, pétanque est associé à Club FADA. Tu sais, si on met, souvent c'est le lien, là. Oui, mais il y a déjà eu une époque où à la Fédération de pétanque Québec, il y a eu quand même beaucoup de juniors jusque dans les années, je dirais 92. Là. La Fédération faisait partie du circuit des Jeux du Québec régulièrement à la pétanque.
Malheureusement, après ça, il y a eu une période que... Il y a eu une période que le dossier avait été laissé tomber, mais là, ça a été repris en main pour on essaie de relancer. Et là, on a deux quand même champions canadiens. Ça, c'est vous, ça? Jean-Michel puis Sonia, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez commencé à jouer à la pétanque, j'imagine, de façon récréative. Vous avez dit, bof, on joue, ou dès le départ, vous avez dit, moi, je vais être compétitif? Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai commencé sur le tard, j'avais à peu près 17 ans. Pour vous, c'est tard? C'est tard, oui, parce qu'en règle générale, les joueurs de pétanque commencent beaucoup plus tôt que ça. OK. Hein. Donc moi, là, je m'amusais, c'était un amusement pour moi, là. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai joué avec des joueurs qui étaient licenciés, et eux, ils m'ont proposé, comme ils ont vu que j'avais quelques qualités, ouais, c'est ça, ils m'ont fait prendre des licences. J'ai joué avec, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc, je suis devenu très vite un bon joueur. Et madame aussi, c'est ça? Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans avec mes parents. Ah, oui? Et j'ai connu la fédération seulement en 92, à 22 ans. Okay. Là, j'ai embarqué pour la compétition. Okay. Et qu'est-ce qui fait que ça l'a créé, cet engouement-là? Vous, je vois peut-être plus un petit peu d'origine française. Oui, moi j'ai commencé en France, en fait. Hein. En France, on va dire que... c'est pas la même mentalité en France qu'au Québec. En France, même quand t'es pas bon, tu vas te frotter aux joueurs qui sont bons. OK, tu vas compétitionner. Oui, c'est ça. On n'a pas peur, même si on gagne pas, on pratique. L'esprit compétitif, c'est ça. Ici, j'ai retrouvé que c'est c'était un peu moins au Québec. Au Québec, ils sont plus craintifs par rapport aux grands joueurs. Okay. Ils viennent pas... nous, en France, tout de suite, quand on a commencé, on voulait toujours aller jouer contre les forts. Okay. Tout le temps. Sur ces belles paroles, bien, allons à la pause. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 17 mai, à 97 ans, est décédée Mme Marguerite Wadledge, épouse de feu Yvan Hamelin, demeurant à Montréal, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Hamelin, Benoît Gignac, Denise Hamelin, Sonny Wolfe, Marie Hamelin, Pierre Beauchemin, Claude Hamelin, Michel Bété, Catherine Hamelin, Stéphane Jaudoin. Ses petits-enfants, Gabriel, Camille, Marie, Ariel et Émile. Ses arrière-petits-enfants, Madeleine et Yvan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Wadledge ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 19 avril, à 63 ans, est décédé M. Daniel Toupin, fils de Émilien Toupin de Lucie Dumontier, demeurant à la Velleterie, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil outre ses parents, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Réal Toupin, Diane Toupin, Céline Toupin, Marc Dosti, ses neveux et ses nièces, André et Hélène Toupin, Stéphanie Higgins, Marie-Noël et Natalia Higgins, Guillaume, Joanie et Maxime Dosti, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 mai dès 9h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 11h en ce même lieu. M. Daniel Toupin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 2 mai, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Pierre Jalette, époux de Diane Laporte, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marie-Pierre Jalette, Mathieu Provencher, Alexandra Jalette, Benoît Michaud, Joannie Jalette, son petit-fils Théo Provencher, sa belle-mère, Mme Rita Laporte, feu Marcel Laporte, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Michel Jalette, feu Jean-Claude Garceau, Lise Jalette, Camille Deblois, Jean Jalette, Lynne Lagagnère, Louise Jalette, Daniel Lafrenière, Sylvie Laporte, Denis Boulet, Manon Laporte, Christian Baudouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la fondation du CHDL de Saint-Charles-Borromée seront acceptés au salon. La famille vous accueillera samedi, le 25 mai, dès 10 h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14 h. Au château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust-Laura, Éric Faust, ses petits-enfants, Brandon, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 1er juin, dès 11 h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 29 avril, à 84 ans, est décédée Mme André Jubinville, fille de feu Joseph Jubinville et de feu Aline Coulombe, demeurant à Montréal, native de Berthierville. L'ayant précédé son frère Yvan Jubinville, feu Lise Dostalaire, elle laisse dans le deuil son frère Luc Jubinville, feu Yolande Mousseau, ses neveux et ses nièces Anne Jubinville, Marc Jubinville, Daniel Jubinville, France Jubinville et Lynne Jubinville, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Les nièces de Mme Jubinville tiennent à remercier Mme Hélène Hacker et son conjoint Jacques Desroches, pour les bons soins et le soutien prodigués envers leur tante. La famille vous accueillera samedi 15 juin, 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 11h30. Mme Jubinville sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 31, environ 5 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 18, un temps ressenti de 18, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 22. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 26, un temps ressenti de 28. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 22, un temps ressenti de 23. Et voilà, c'était tout pour votre météo.